Bonjour et bienvenue sur Univers Fantasy. Dans ces vidéos, nous allons revenir sur les épisodes de la saison 3 de La Roue du Temps au fur et à mesure qu'ils sortent, et je vous donnerai mon avis. Je vais évidemment spoiler les 3 épisodes qui sont sortis dans cette vidéo, mais je ne parlerai pas des choses qui ne sont pas encore arrivées dans la série, mais qui sont arrivées dans les livres. Pas de spoiler des livres, promis. On a eu 3 épisodes absolument fascinants. Je pense que le 1 et 2 étaient probablement beaucoup plus solides que le 3e. Il y a quelques faiblesses et quelques lenteurs dans le 3e. Mais c'était un très très beau lancement pour une saison 3 de La Roue du Temps. Et c'était vraiment intéressant à voir. Surtout, l'épisode 1 commence avec une scène absolument magnifique. On a donc Liandrin qui est accusé par Xuan Sanche d'être un suppôt des ténèbres et de faire partie de la Jade Noire. Nynaeve qui est présentée comme preuve que Liandrin fait partie de la Jade Noire, parce qu'elle l'a capturée en saison 2 évidemment, avec Liandrin qui joue toute l'attitude, etc. Cette actrice est exceptionnelle, vraiment excellent choix de casting, parce qu'elle a ce côté absolument détestable. Tout le temps, elle a cette tête et elle joue vraiment sur son attitude, etc. Mais ils ont fait en sorte que dans la saison 2 et plus tard, dans l'épisode 3 de la saison 3, on voit le côté plus humain et plus sympathique, on va dire, de ce personnage, qui la rend encore plus dangereuse et la rend encore plus intéressante en tant que méchante. Et j'ai adoré ce moment-là. On la voit, il se fait évidemment attraper par Xuan Sanche, qui a l'intention tout à fait de la couper de la source du pouvoir, de l'emprisonner, de la questionner, de la faire avouer qui sont les autres membres de la Jade Noire. Et on découvre à ce moment-là que la Jade Noire est partout. Et de nombreuses sœurs sortent de l'ombre pour venir défendre Liandrin. Et une énorme bataille commence entre les Aes Sedai des autres Ajah et celle de la Jade Noire. Nynaeve est assommée et après une scène absolument épique, les membres de la Jade Noire parviennent à s'échapper en tuant ou en blessant pas mal de monde. Et elles volent aussi plusieurs angréals et terangréals qui sont des artefacts de pouvoir, notamment un bracelet qui ressemble à un des Adam des Sanchian. C'est une scène épique, il n'y a pas, y a pas d'autre mot. J'avais reproché un petit peu à la saison 2 de manquer d'épique, de grandeur, de grandiose, et là, ils nous ont tout donné dans ce premier épisode. Tout n'est pas forcément super lisible en termes de combat, on pourrait un peu leur reprocher, mais c'était tellement cool que j'ai pas envie de leur reprocher quoi que ce soit. On voit à quel point les membres de la Jade Noire sont sans pitié, elles tuent sans hésiter plusieurs de leurs anciennes sœurs Aes Sedai. On en voit une qui se réjouit de la mort de ses champions, c'est une scène un peu perverse et bizarre. Ça fait bien comprendre à quel point ces personnes sont sombrées du côté obscur, si vous voulez. Sublime scène, absolument épique, je me répète, mais vraiment c'est le mot qui revient. Les membres de la Jade Noire, amenés par Liandrin, arrivent à fuir donc. J'ai beaucoup aimé ce groupe-là, elles sont toutes très différentes, elles ont toutes l'air psychotiques, ce que je trouve excellent. Mais elles se font interrompre, elles se font arrêter par Alanna, Maskim et Yvon qui vont essayer de les arrêter. Et un combat commence entre ces trois-là et le groupe de la Jade Noire, qui est super efficace, qui est super cool. De toute façon, ce trio, il est plaisant à voir, ils sont très bons, ils interagissent ensemble, etc. Il y a quelques petits moments dans le combat où on les voit un peu attendre le prochain mouvement, et tu te demandes pourquoi vous attendez quelques secondes. Encore une fois, il y a quelques petites possibilités d'améliorer les chorégraphies qui auraient rendu le moment encore plus cool. Ça reste fabuleux. Ce moment où il transperce Liandrin, et on pense, même les gens qui connaissent les livres pensent que ils vont tuer Liandrin à ce moment-là, ça semble tellement difficile de se remettre de ça, et il l'empêche. Les autres membres de la Jade Noire empêchent les 2 champions de la décapiter, et ils se font ensuite expulser. Vraiment très 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 cool. Malheureusement, tristesse, on perd Ivan, l'un des champions d'Alanna. Il y a un moment très triste, vraiment, c'est ce que je disais juste avant, le trio fonctionnait très bien depuis la saison 1. C'est des personnages qui ont vraiment agrandi par rapport à leur rôle dans les livres. Donc c'est des personnages que moi et tous les lecteurs, on connaît pas bien
et on savait pas vraiment ce qu'ils allaient en faire. Et ils les ont vraiment construits, ils en ont fait quelque chose de vachement intéressant sur la relation entre les champions et les Aes Sedai, sur les risques que les Aes Sedai qui combattent prennent, et sur le rôle de champion. C'est vachement intéressant ce trio. Et d'en perdre un des trois pendant cette scène, c'était très triste, évidemment, et ça revient ensuite dans l'épisode 2 et 3 à Deux-Rivières. Pendant que ce combat se déroule, on a aussi Suen Sanche qui se fait attaquer dans la rue. Elle manque d'être tuée, elle est coupée de la source pendant un petit moment, mais Moiraine vient l'aider et elle capture, elle assomme et capture les 2 membres de la Jade Noire. On est quand même rappelé que Suen Sanche, elle sait se défendre, hein. Elle a été prise par surprise à quelques moments, elle s'est fait exploser par Lanfear à la fin de la saison 2, mais c'est pas une manche, hein, c'est la Merlin Sith, c'est la siège d'Amerlin. Elle sait ce qu'elle fait et elle est très puissante pour une Aes Sedai. Personne ne fait le poids face aux rejetés tout seul, mais par rapport aux autres Aes Sedai, elle est super balèze. Le combat se termine donc sur 2 membres de la Jade Noire qui sont capturés, les autres qui arrivent à s'échapper, notamment Liandrin, et je le répète, ils ont réussi à piquer un certain nombre d'Angréal et de Terre Angréal, qui va devenir très important pour la suite de l'intrigue, et ça se termine là. Et c'était une scène assez épique pour commencer la saison 3. En général, les épisodes de La Roue du Temps commencent avec un petit prologue, et c'est souvent un flashback, ou quelque chose qui se passe ailleurs, ou quelque chose comme ça. Là, ça se passe vraiment au moment de l'intrigue, mais ça valait le coup. C'était vraiment superbe. Quelques petits éléments qu'ils auraient pu améliorer pour le rendre encore mieux, mais j'étais accrochée à mon siège. J'espère qu'on aura d'autres scènes comme ça. Il y a, dans l'histoire qui va continuer, les conflits vont s'accélérer et s'agrandir forcément, hein. On se rapproche de la bataille finale, etc. Donc, avec un peu de chance, on en aura encore d'autres dans le futur. La journée continue. Je crois que Moiraine précise au début de la scène là, dont je mets l'image, que c'est la même journée, que ça s'est passé juste avant la grosse bataille. C'est une journée assez intense. Et on voit que tout notre groupe s'est réuni à Tar-Valon. On voit que le groupe contient maintenant les 3 Aiel, et Loial, et Elaine. Et ils sont tous réunis, et Moiraine leur dit « Ok, demain on part pour Tyr, parce que Rand doit récupérer un truc vachement important. Mais en attendant, faites-vous discret, il y a des espions partout, il faut surtout pas se faire repérer. C'est super dangereux, planquez-vous. » Et Mat, Rand et Perrine sont des idiots qu'on aime beaucoup, mais c'est des idiots. Et ils décident immédiatement d'ignorer le conseil de Moiraine et d'aller faire la fête, parce que oui, évidemment. Et ça, c'est un élément que j'aime beaucoup de l'adaptation. C'est-à-dire que oui, je pense que tous les spectateurs se sont dit « mais ils sont cons, elle vient de leur dire de pas sortir, ou de se planquer un peu s'ils veulent sortir. » Et la première chose qu'ils font, c'est on sort, on se planque pas du tout, on débarque avec nos armes, on garde nos cheveux tels qu'ils sont, enfin on est tout à fait reconnaissables. Mais dans les bouquins, ils sont aussi un peu bêtes parfois. Ils veulent faire la fête, et c'est des jeunes hommes et des jeunes femmes aussi d'ailleurs, et ils veulent profiter de la vie. Et même si la série les a vieillis un petit peu, ça reste des jeunes gens qui auparavant vivaient à la campagne et donc connaissaient pas grand-chose, n'avaient pas vraiment vu le monde. Ensuite, ils ont été embarqués un peu contre leurs vœux, contre leurs souhaits, dans une situation catastrophique où ils ont manqué de se faire tuer à plusieurs reprises, où ils ont dû faire des deuils, se faire torturer, il y en a qui se sont fait torturer. Et enfin, il y a eu beaucoup d'horreur, donc c'est pas surprenant qu'ils prennent un peu de temps pour kiffer la regie. Mais oui, c'est un petit peu idiot. Et les 3, surtout Mat, qui est un idiot, c'est une thématique qui va revenir un petit peu dans cet épisode et dans les suivants. C'est assez marrant à regarder et assez plaisant. Ils vont donc essayer d'aller profiter de leurs dernières heures en ville, et ils sont suivis par les 3 Aiel, Aviendha, Bane et Chiad, ce qui agace un petit peu Rand, qui va leur demander de le laisser un peu tranquille. Mais Aviendha va un peu lui expliquer que vu qu'il est probablement le Caracal, elles doivent le protéger, que ça lui plaise ou non, et que ça lui plaise à elle ou non, elles ont un devoir envers lui. En tout cas, elles ont une responsabilité à ce qu'il reste en vie assez longtemps pour s'assurer ou non s'il est le Carcaran. Elle s'explique un tout petit peu ce qu'est ce rôle, ce qu'est cette personne qu'elle recherchait depuis la saison 2, qui ressemble beaucoup aux prophéties qui correspondent aux dragons, avec des éléments un peu différents, notamment quelque chose sur le fait qu'il fait partie du sang des Aiel,
mais n'a pas été élevé par le sang des Aiel. Ce qui revient sur le fait que en saison 2, et il me semble même en saison 1, à plusieurs reprises, les gens regardent Rand, et notamment regardent ses cheveux, le fait qu'il est roux, en lui disant « mais t'es un Aiel », et que lui, il est là « ben non, j'ai grandi à Deux-Rivières ». Évidemment, on comprend que il est né de parents Aiel, mais qu'il a été élevé à Deux-Rivières, évidemment. J'aime bien cette dynamique entre Aviendha et Rand pour l'instant. Je serais très curieuse de la voir évoluer. Pour l'instant, Aviendha n'est pas particulièrement fan de Rand. Et la raison pour laquelle elle n'est pas fan de Rand, et Elaine, je crois, lui explique plus tard, c'est que pour l'instant, il n'a fait aucune preuve de ce qu'il vaut. En tout cas, pas face à Aviendha. Donc, c'est normal qu'elle ne lui fasse pas confiance à ce stade-là. Et je kiffe toujours autant Aviendha. C'est l'un de mes personnages favoris de la série, donc... Des livres, dans la série télé, on n'a pas encore beaucoup vu du Aviendha, mais je ne doute pas qu'elle sera excellente. Comme je le disais, Rand, Mat et Perrine vont boire un coup. C'est une scène qui m'a beaucoup fait plaisir parce que c'est pas très souvent qu'on les voit sourire, qu'on les voit s'amuser, qu'on les voit kiffer un peu leur vie. Et ça dure pas très longtemps d'ailleurs, parce que très vite ils parlent de sujets beaucoup plus graves, mais juste voir nos héros sourire un petit peu, passer un temps un peu plus relax, ça fait plaisir. Et je suis heureuse que la série prenne le temps de nous les montrer ensemble, parce que ce serait facile d'oublier qu'ils sont amis et qu'ils sont très proches. Et je pense que ce sera utile pour la suite de la série, et c'est bien de le rappeler, de les montrer ensemble, interagir, etc. Donc j'ai trouvé ça vraiment sympathique à voir. On a le plus grand des idiots, évidemment, Mat, qui se vante d'être le souffleur du corps de Valère, et qui pose même pour un dessin de lui en train de tenir le corps. D'ailleurs, on voit 2 dessins pendant les premiers épisodes, un de Mat avec le corps de Valère, et un de Rand, qui est la confrontation de lui et Ishamael, et ça ressemble un peu plus à la description du roman, c'est-à-dire que le dessin est un peu dingue comme celui de Mat, mais l'illustration ressemble un poil plus à la façon dont le conflit avec Ishamael à la fin du 2e livre se termine que ce qu'on a vu dans la fin de la saison 2, donc j'ai trouvé ça assez rigolo, je dois dire. Pendant que Mat, Rand et Perrine boivent des coups, Egwene, Elaine et Nynaeve sont visités par Siuan Sanche, et elle leur dit qu'il est temps de rentrer à la tour. Elaine accepte assez facilement, Nynaeve et Egwene beaucoup moins, parce qu'elles sont furax contre les Aes Sedai, elles sont notamment furax contre la siège d'Amerlin pour avoir essayé de mettre Rand en cage à la fin de la saison 2. C'est pas vraiment la joie et le bonheur. Et Nynaeve ne veut rien savoir de toute façon. Et Egwene se fait un petit peu persuader par Siuan qui lui dit qu'elle n'a pas encore toutes les connaissances et que si elle veut aider Rand, il faut qu'elle apprenne plus. Qui convainc un petit peu Egwene, mais celle-ci accepte à condition de pouvoir passer le test des acceptés le jour même. Et donc on la voit, Siuan accepte cette condition et on la voit passer les arches juste après. Et donc commencer son test d'accepté. On voit qu'une seule vision sur les 3. J'aurais adoré en voir plus. Je pense que c'était pareil en saison 2. J'aurais adoré voir passer plus de temps dans ce test d'accepté avec Nynaeve. Et plus tard, Elaine passe le test et on voit absolument rien, on voit même pas une seule épreuve. Et je trouve que c'est un test intéressant parce que pour la caractérisation des personnages, parce que ça te montre tes personnages face à leur plus grande peur, mais ça te montre aussi ce qui est important pour elles. Nynaeve, on voyait l'importance de son rôle de guérisseuse, on voyait aussi sa volonté de protéger sa famille et ses amis. Egwene, on voit en partie son ambition. Elle veut le siège d'Amerlin, évidemment. C'est quelque chose qu'on a vu un petit peu à la surface en saison 1 et en saison 2, et je trouve ça intéressant de le voir là, et ça aurait été passionnant de voir les autres épreuves pour voir les autres aspects de Egwene, parce que l'ambition, c'est un aspect de Egwene qui est très intéressant à avoir, parce que ça la pousse à être un peu jalouse de Nynaeve par moment, mais ça la pousse aussi à aller plus loin, à devenir meilleure, et ça lui permet, en saison 2, ça lui a permis de combattre Rhaena, qui la tenait en Daman, etc. Mais c'est pas le seul aspect de ce personnage, et donc j'aurais trouvé ça vraiment intéressant qu'on voit les autres épreuves. Cela étant dit, j'adore cette image. J'adore cette image. On l'avait vue, elle était dans la bande-annonce, et on a vu une photo avant que la saison arrive. Les costumes, les looks, les chevaux, je sais pas, j'adore cette image tellement. J'adore que les armures n'ont pas les mêmes fonctions. Chez Hélène et Egwene, c'est principalement hors mental. Clairement, c'est juste
parce que c'est classe et c'est cool. Chez Nynaeve, c'est beaucoup plus utilitaire. Ça protège son cou, ça protège ses épaules, etc. Je trouve ça très, très, très classe. Bravo, chapeau aux designers. Les costumes sont sublimes. Et la scène est évidemment touchante, puisque elles vont voir Rand, qui est dans un état questionnable et qui est au milieu d'une rivière pour une raison X ou Y. Il a du sang partout, sa veste rouge est toute déchirée et ensanglantée de partout. Et on le voit avancer vers Egwene, Nynaeve et Elayne et hurler à Egwene de se prosterner devant lui et s'avancer lentement vers elle, très menaçant. Et cette scène est glaçante, excellemment bien réussie par l'acteur qui joue Rand. Et vraiment, c'était une superbe scène qui, comme je le dis, se coupe beaucoup trop vite puisqu'on voit ensuite Egwene ressortir très vite des arches. Elle est ensanglantée, elle est secouée clairement, mais elle est acceptée. Elle a réussi à passer les 3 arches et à ressortir, et on lui met donc la bague au doigt, et elle décide de quitter immédiatement la tour en disant à Siuan que la tour blanche est en train de s'autodétruire et qu'elle sert la lumière à Siuan Sanche, et elle compte donc rejoindre Rand et pour l'accompagner dans la suite de son voyage et aider le dragon réincarné. Qui est une très belle scène, très fidèle à Egwene, même si c'est pas exactement comme ça que ça se passe dans les livres. Ça reste très une attitude très ferme et je veux protéger Rand, qui rentre dans la caractérisation de ce personnage. Donc j'ai beaucoup aimé. Un des éléments que je trouve vraiment intéressant, parce que tout à l'heure je disais que les 3 garçons c'était des idiots, et les 3 filles ça leur arrive aussi, hein. Mais Mat, Perrine et Rand, ils ont leur moment, mais c'est pas des idiots complets. Notamment Rand, c'est pas un idiot quand il veut. Il est têtu, il a plein d'autres soucis, mais il est pas complètement idiot, loin de là. Et on le voit essayer de mieux comprendre les prophéties qui le concernent à plusieurs reprises. Il en discute un peu avec Moiraine dans une scène précédente, et là après, on le voit en parler avec Loial, et il regarde notamment les prophéties qui concernent la ville de Tyr, qu'il est censé conquérir, qui est une folie pour un gars qui était un fermier il y a 1 an et demi, et qui maintenant, on lui dit « Oui, tu dois aller conquérir une ville complète, tout va bien, tout est normal », et tu sens qu'il est quand même un peu surpris. Il parle aussi de Kalandor, qui est donc une épée spéciale qui est à Tyr, qu'il est censé aller récupérer, et Elayne vient à ce moment-là, et avec elle, il parle de responsabilité quand on a du pouvoir, de la difficulté de faire des choix en sachant que des gens vont souffrir, quel que soit le choix que tu fais, il n'y a pas de choix à ce niveau-là de responsabilité où personne ne souffre, ça c'est ce qu'elle lui dit, et elle finit un peu en lui disant que Andor sera toujours un ami du dragon réincarné, et que elle aussi. Qui est une relation très intéressante parce que Elayne, elle connaît pas Rand, le jeune homme de Rivière, elle connaît juste le dragon réincarné. Et elle est née aussi avec une responsabilité qui est pas la même et qui est très différente, etc. Mais elle a grandi toute sa vie avec le savoir qu'elle allait devenir un jour reine. Elle a une approche très différente que celle que peut avoir Egwene, Nynaeve, Perrine ou Mat quand ils lui donnent des conseils. Elle vient d'un point de vue de si tu veux mener des gens au combat, notamment, si tu veux conquérir des villes, puisque les prophéties disent que tu es censé conquérir des villes, elle a des meilleurs conseils en termes de stratégie politique, on va dire. Et j'ai trouvé ça très malin, notamment parce que Rand répète à plusieurs reprises dans cet épisode et dans la saison 1 et 2 qu'il ne veut pas se faire manipuler par Moiraine, et l'une des meilleures façons de ne pas se faire manipuler, c'est de mieux comprendre la situation dans laquelle tu es. Donc j'ai trouvé ça intéressant qu'ils le mettent, ils prennent du temps vraiment de montrer des petits éléments. Dans cet épisode, il se passe pas énormément de choses, à l'exception de la grosse explosion et de la grosse bataille au début, mais ensuite, c'est plus des personnages soit qui font la fête et qui profitent de la présence des autres, soit des discussions entre les personnages, et je pense que c'était une excellente idée. C'est-à-dire qu'on a eu notre grosse action au début, donc on est satisfait là-dessus, et ensuite on peut se concentrer sur la construction des personnages, on peut se concentrer sur les relations entre les personnages, etc. Et j'ai trouvé ça vraiment intelligent, ça nous les remet en place, ça nous les fait un petit peu progresser avant de lancer la saison 3 et les intrigues qu'on va avoir. C'est vraiment malin de la part des scénaristes d'avoir construit cet épisode-là comme ça, et il est vraiment vraiment solide l'épisode 1, j'ai vraiment adoré. Lanfear est aussi à Tar Valon, parce que évidemment, elle a une discussion avec Moiraine,
sur le fait que Rand doit partir à Tyr pour récupérer Kalandor, et elles discutent un petit peu du fait que elles ne sont pas sûres que Rand veut aller à Tyr, va accepter d'aller à Tyr, et comment le manipuler un petit peu, le convaincre de faire ce que elle pense est la bonne décision. Et Lanfear mentionne le fait qu'elle pense que c'est ses amis qui le limitent, qui l'empêchent de progresser, qui l'empêchent de devenir le dragon réincarné, et que le fait que ses amis soient autour de lui fait qu'il reste Randaltor plutôt que de devenir le dragon. Et elle sous-entend un petit peu que Moiraine devrait faire quelque chose pour éloigner ses amis. Et elle lui dit notamment que la seule chose qu'elle aime bien chez Moiraine, c'est que elle est prête à tout, y compris à blesser des gens, pour protéger Rand, et surtout pour l'amener là où il est censé aller, où il doit aller selon Moiraine et selon Lanfear. On va apprendre ensuite que les deux ont travaillé ensemble pour pousser un peu les jeunes à se bouger, on va dire. Et c'est très dangereux le jeu auquel joue Moiraine là, parce que c'est une rejetée Lanfear, et Lanfear, pas une personne sympathique. Accessoirement, je trouve ça drôle que les deux se parlent et arrivent à bosser ensemble. Ils se font pas confiance et personne ne s'apprécie. Mais si vous vous souvenez, la première fois que Moiraine a croisé Lanfear dans cette série, elle l'a poignardé et elle lui a coupé la gorge. Qui était une réaction tout à fait mesurée quand on rencontre une rejetée. Mais quand même. Et si Rand apprend, qui peut-être arrivera dans cette saison, ça sera une scène tendue si c'est le cas, mais si Rand apprend que Moiraine a la manipulé avec Lanfear, il va péter un plomb. Et après, les gens ils trouvent que des fois que Rand il est un peu têtu et il en fait qu'à sa tête et tout ça. Mais oui, tout le monde essaye de le manipuler et j'ai trouvé ça osé de la part de Moiraine et fascinant. L'actrice qui joue Lanfear est... De toute façon, le casting de cette série est excellent. J'aime beaucoup, beaucoup le casting de cette série et on a tellement notamment de femmes absolument fabuleuses qui jouent, sont toutes en subtilité et tout ça, c'est extraordinaire. Avant que la fameuse surprise de Lanfear arrive, les jeunes continuent à faire la fête, notamment Matt qui fait connaissance avec la culture Aiel, scène très amusante, qui est aussi dans les bouquins donc c'est toujours rigolo même si elle n'est pas au même endroit mais bon peu importe. Matt semble pas particulièrement préoccupé par les lances qu'il a sous le cou, et en parlant de faire connaissance avec la culture Aiel, Elaine aussi va passer un peu de temps avec Aviendha, elles passent du bon temps ensemble. Je voulais dire quelque chose sur les relations, les romances on va dire, et la sexualité dans cette série, surtout dans ces 3 épisodes parce que c'est des petits éléments qui reviennent de temps en temps. On a Elaine et Aviendha, on a évidemment Lan et Nynaeve et plein d'autres, et je trouve que cette série a une relation très saine avec la sexualité et avec les relations romantiques. Elle nous montre des relations, la majorité d'entre elles, il y a quelques exceptions, Lanfear, Rand, c'est un problème. La reine Morgase, elle a aussi des soucis, on en reparlera, mais la majorité de ces relations, elles sont très saines et elles sont basées sur une appréciation mutuelle, sur des personnages qui se parlent, qui apprécient la sexualité, mais pas de façon... C'est pas quelque chose, tu t'as couché avec et ça a changé ta vie. Non, c'est juste quelque chose de naturel qu'on fait parce que c'est le soir, on a bu un coup, c'est sympa, on s'aime bien. Et en fait, quand j'y ai repensé, parce que je me dis que c'est pas très souvent qu'on voit autant de relations saines et sans prise de tête et sans... Et c'est pas des relations qui prennent le pas sur tout le reste. L'intrigue reste toujours le plus important. On parle de la fin du monde, on parle de plein de gens qui vont potentiellement mourir et tout ça. Donc aucun de ces personnages ne met leur relation au-dessus de ça, mais ça les empêche pas d'avoir des relations saines. C'est vraiment le mot qui revient le plus, et j'ai trouvé ça marquant parce que j'ai essayé de penser à la dernière fois que j'en ai vu autant, c'est-à-dire il y a toujours plein de séries, il y a au moins une relation à peu près équitable et saine dans l'histoire, mais autant de moments où les gens couchent par-ci ou juste s'embrassent par-là. Il y avait vraiment, j'ai trouvé ça sain et plaisant à regarder, c'est pas exploitatif. C'est juste là, ça fait partie de leur vie, ils sont jeunes, ils sont en forme, ils s'apprécient, et j'ai trouvé ça juste bien mené, et ça les rend un poil plus réels et plus concrets, et évidemment ça les connecte les uns aux autres, et bref, vous avez compris je pense mon point, mais je voulais le mentionner parce que vraiment je trouve ça assez rare dans des séries, et encore plus dans des séries de fantasy, donc voilà. Deuxième point, on a aussi des très belles relations amicales. Parce que oui,
plein de relations romantiques de partout, mais tellement de magnifiques relations amicales. Egwene, Nynaeve, Elaine, je les adore. La relation de Nynaeve avec les 3 garçons, sublime. La relation d'Egwene avec Mat et Perrine dans ces épisodes qui est aussi assez joyeuse à voir et à les voir s'apprécier les uns les autres, etc. Mais cette scène-là entre Nynaeve et Mat, le soir avant qu'ils se fassent tous attaquer, et je l'ai trouvée vraiment touchante et belle. Mat va finir par demander de l'aide à son ancienne sage-dame, parce que ses souvenirs se mélangent avec ceux de l'ancien temps, parce qu'il parle de temps en temps l'ancienne langue sans s'en rendre compte, et que la nuit, quand il essaye de dormir, il entend des hurlements de champs de bataille, et il perd un peu la boule, et Nynaeve lui promet évidemment de trouver un moyen de l'aider, ce qu'elle va faire dans les épisodes qui suivent. Et c'est vraiment un beau moment, c'est une belle discussion, et ça se termine évidemment très mal, puisque Nynaeve va se faire ensuite attaquer. Ça commence d'ailleurs dans la chambre de Rand, où Egwene commence à se faire étrangler par un double de Rand, et ensuite, il y en a d'autres qui popent de partout. Ils se font les deux attaquer, ils commencent à se battre. Chez Perrine et Loial, ils se font attaquer par une hache meurtrière. Ils se font un petit peu aider par les Aiel, mais c'est un peu le bordel. Loial, notamment, sauve l'une des 2 Aiel, qui ensuite aura des implications. Egwene comprend que les doubles viennent des miroirs, donc elle le dit à Rand qu'il les détruit en utilisant le pouvoir, et Loial, lui, va détruire la hache. On voit un petit peu le côté séducteur du pouvoir avec Rand, qui a un peu du mal à lâcher, malgré le fait que Egwene lui crie dessus, et c'est quelque chose qui reviendra dans une discussion plus tard avec Moiraine. Et au rez-de-chaussée, donc Nynaeve se fait attaquer et poignarder à plusieurs reprises par un homme gris. Mat, lui, il semble complètement hypnotisé, il s'en rend pas compte, jusqu'à ce que Lan tue l'homme gris, et il sort de son hypnose, et ils comprennent avec horreur que les rejetés les ont trouvés, et qu'ils sont sans doute restés trop longtemps à traîner à Tar Valon. Nous, on sait, puisqu'il y a une scène plus tard, que l'attaque de Perrine et de Rand venait de Lanfear, avec la collaboration de Moiraine, ce qui, encore une fois, va pas être une discussion plaisante si un jour elle arrive sur le devant. Vraiment, Rand, il va tellement mal le prendre. Bref. Mais par contre, l'homme gris, c'était pas elle, et on comprendra plus tard que ça vient de Moghedien, qui a donc essayé de tuer Nynaeve. Elle réessayera une 2e fois plus tard, et c'est elle qui crée ces hommes gris, qui sont déjà en partie morts, etc. Enfin bref, une histoire un peu horrible. De toute façon, Moghedien, elle est dans le terrifiant non-stop. Et ils décident donc qu'il est temps de partir. Ils ont une dernière discussion. Rand dit qu'il faut y aller le plus vite possible. Maintenant, clairement, ils sont en danger. Mais Nynaeve dit qu'elle va rester ici, à la Tour Blanche. Malgré le fait qu'elle n'aime pas les Aes Sedai, elle est obligée de rappeler que ce soit à Falme, pendant la saison 2, ou la nuit précédente, elle n'a pas été capable d'utiliser le pouvoir pour se protéger elle-même ou pour protéger les gens autour d'elle, et que si elle veut pouvoir aider Rand dans le futur ou aider qui que ce soit, il faut qu'elle trouve un moyen d'utiliser ses pouvoirs, d'une façon ou d'une autre. Elle va notamment aller dire au revoir à Lan, qui va lui offrir la bague qui appartenait à sa mère, qui on imagine est l'équivalent de fiançailles, ou en tout cas de promesses de l'un à l'autre. C'est une jolie scène, les deux de toute façon, ils sont magnifiques, et ils sont, quand je parlais de relations tout à l'heure, de relations saines que j'aime beaucoup, ils sont magnifiques à regarder, et ils sont adorables, et on a envie qu'ils vivent ensemble pour le reste de leur vie tranquille, sans se faire attaquer. En parlant d'adieu, Mat annonce que lui aussi il va rester à Tar Valon pour rester avec Nynaeve, pour essayer de résoudre les problèmes qu'il a dans sa tête. Et c'est toujours intéressant quand Mat arrête de faire le clown et devient sérieux, parce que toutes ces insécurités remontent à la surface. Et on avait l'impression un petit peu en fin de saison 2 que le fait d'avoir soufflé dans le corps de Valère et d'avoir compris qu'il faisait partie de ces héros légendaires allait l'aider à surmonter ses insécurités, ses doutes sur ce qu'il est et de son utilité, on va dire. Et on voit qu'on n'en est pas encore là. Et c'est intéressant, il va pas falloir que ça dure trop longtemps. Là, ça fait 2 saisons, enfin toute la saison 2, c'était ça déjà. Et je suis tout à fait partante pour suivre les progrès de Mat. Il va pas falloir que ça reste trop longtemps sur le devant. Mais pour l'instant, je trouve ça intéressant de voir cette espèce de dynamique où il fait le clown, il fait l'idiot, jusqu'à ce que quelqu'un pointe du doigt qu'il est idiot et il devient sérieux et on comprend que le mec il est déprimé quoi. Et donc il va rester à Tar Valon. Perrine lui décide de retourner à Deux-Rivières, il va être accompagné par Loial et Pain et Chiad vont l'accompagner puisque
Bane, je crois, a une dette envers Loyal, qui l'a sauvé de la hache la nuit précédente. Et évidemment, dans le livre, il retourne aussi à Deux-Rivières. Ça fait partie, accompagné du même groupe, plus ou moins. Le truc, c'est que dans le livre, il y a une justification. Il sait qu'il y a des blancs manteaux à Deux-Rivières. Là, il n'y a aucune justification. J'aurais voulu qu'il se balade sur le marché de Tar-Valon et qu'il entende des rumeurs comme quoi il y avait des Trollocs à Deux-Rivières, ou quelque chose dans le genre, juste pour lui donner une justification de pourquoi il rentre, et que ce soit pas juste « Ok, j'en ai trop vu, j'abandonne mes potes qui vont dans des situations ultra dangereuses où potentiellement ils vont mourir, juste parce que je veux rentrer. » Qui, dans la vraie vie, c'est une bonne justification. Dans la vraie vie, on a tous notre limite, on a tous les choses qu'on peut faire et qu'on peut pas faire, et oui, dans cette histoire-là, j'avais envie que Perrine il ait une bonne justification pour abandonner Rand, parce que là, il abandonne Rand, notamment, et les autres. Mais Rand, on lui a imposé cette... Pas de sa fin. Personne n'a décidé, mais il est le dragon réincarné. Il va à l'avant des plus grands dangers que peut potentiellement lui envoyer le monde. Il va être menacé en permanence par les rejetés, par la Jas Noire, par les suppôts des ténèbres et tout ça. Et Perrine, qui est capable de se battre, capable de le conseiller, auquel Rand fait confiance, décide de le lâcher à ce moment-là sans aucune raison précise. J'ai trouvé ça un peu... genre, mec, donnez-lui une raison. Dites qu'il y a un danger à Deux-Rivières et que Perrine va aller s'en occuper pour que Rand et Mat n'aient pas besoin de s'inquiéter. Ça aurait été tellement mieux. Et d'ailleurs, vu qu'il n'y a pas de justification pour Perrine, il n'y en a pas non plus pour Loyal. Loyal, l'un des trucs qui l'intéresse, si vous vous souvenez en saison 1, on nous l'avait expliqué un petit peu il me semble, c'est d'écrire la légende actuelle qui est en train de se dérouler en ce moment. Et on voit un petit peu dans l'épisode 2 et 3 qu'il écrit sur Manetheren, qui est donc la vie légendaire avant Deux-Rivières. Mais t'as envie de se demander pourquoi est-ce qu'il suivrait pas Rand, ce serait plus logique. Et pareil, il lui donne pas de justification, juste il accompagne Perrine parce qu'ils sont un peu plus proches, ils ont passé la saison 2 ensemble, j'imagine. Il y a que les Aiel, Bane et Shead qui ont une justification. Et j'ai trouvé ça un peu dommage. Je trouve que ça fait souffrir un petit peu la caractérisation de Perrine. Et ouais, c'est dommage. Vraiment, j'ai trouvé ça dommage. Après, la scène de départ de tout le groupe est assez touchante parce qu'évidemment, on les aime ensemble, on a envie qu'ils restent ensemble parce que ces personnages ont été bien construits et justement, on a passé tout l'épisode à nous rappeler à quel point ils s'entendaient bien, à quel point ils étaient heureux ensemble et à quel point ils sont potes, tous ensemble. Et là, évidemment, on les sépare, donc ça fait un peu du mal. Mat fait une vanne juste avant de partir qui m'a fait beaucoup rire. Et c'était touchant comme moment. Et oui, donner une explication, donner une justification à Perrine. Le dernier groupe qu'on a, c'est Egwene, Aviendha, Moiraine et Lan, qui vont accompagner Rand. Et Rand décide à la dernière minute qu'il n'ira pas à Tyr, car globalement, tout le monde l'y attend. Y compris les lecteurs, puisque le livre numéro 3 se passe à Tyr. Ça, on le savait, ils n'allaient pas adapter vraiment le livre 3, globalement, ils sautent plus ou moins, ou en tout cas, ils vont réorganiser les intrigues du livre 3. Et là, ce qu'on va voir principalement, c'est le livre numéro 4. Mais bref, ils décident qu'ils vont aller là où personne ne les attend, ils vont aller dans le désert des Aiel pour essayer d'y trouver une armée pour le dragon réincarné. Et l'épisode se finit sur Moghedien, qui est toujours ultra flippante et qui est en train de créer un autre homme gris. La façon dont elle utilise le pouvoir est perturbante. L'actrice, on lui a dit « tu joues psychopathe » et elle a dit « ok, pas de souci, psycho ». De bout en bout, mais pas bien. Flippante. Qui est ce qu'on veut des rejetés. On a eu Ishamael en saison 1 qui était un peu flippant parce qu'il se pointait dans les rêves des gens et tout ça. On a eu Lanfear en saison 2, à partir du moment où elle est plus Céline, qui trucide des gens en un mouvement de la main, flippant aussi. Et là, on nous présente Moghedien pour commencer, et d'autres ensuite dont on va parler dans très peu de temps. Et ouais, en termes de si l'une des grosses méchantes de la saison, et des autres saisons, mais surtout sur cette saison, c'est Moghedien, ils l'ont vraiment bien présenté, introduit. On va enchaîner sur les épisodes 2 et 3, mais dans ces épisodes, les intrigues se séparent en 3 branches. On a l'histoire qui se déroule à Tar-Valon et qui va ensuite continuer à Tanchico, la partie à Deux-Rivières, et enfin celle qui se déroule dans le désert des Aiel. Je vais discuter de chaque partie en mélangeant les 2 épisodes pour aller un tout petit peu plus vite et pour la simplicité de mon cerveau. Et on va commencer à Tar-Valon, où on va suivre donc les intrigues de Nynaeve, Mat et Elayne.
On va commencer avec le prologue de l'épisode 2 qui nous montre la mère de Elaine, Morgase, 20 ans avant, donc elle est enceinte d'Elaine au moment de cette scène, qui prend le pouvoir après une longue guerre de succession et tue ses adversaires qui s'étaient pourtant rendus, mais donc qui nous montre que Morgase est assez flippante et qu'elle n'a pas peur de trucider des gens. On verra bien si ça revient plus tard dans l'histoire. Et donc 20 ans plus tard, Morgase, la reine d'Andorre, débarque à Tar-Valon furax d'avoir appris que sa fille Elaine a été kidnappée, donc dans la saison précédente, et elle amène avec elle sa conseillère Aes Sedai de la Jarre Rouge, Elaida. Elle amène aussi 2-3 autres personnes, notamment le seigneur Gaebril et les 2 frères d'Elaine, Gawyn et Galad, dont on reparlera dans pas longtemps. On va rester 2 secondes sur Gaebril parce que on apprendra au début de l'épisode 3 que en fait c'est le rejeté Ravin qui utilise le pouvoir de compulsion pour faire croire à tout le monde qu'il est en couple avec Morgase depuis 10 ans, alors qu'il a été libéré il y a 1 mois à peu près. Et j'ai trouvé ça fascinant, la façon dont ils l'ont fait, c'était vachement bien fait, parce qu'on voit quasiment tous les personnages qui rencontrent Gaebril la première fois hésiter. Ils ont tous un moment de « Hein, mais t'es qui ?» Et « Ah oui, c'est vrai, Seigneur Gaebril !» Et on le voit sur Siuan, on le voit sur Elaine, on le voit vraiment sur tous, ils ont ce petit « Hein, quoi ?» Et ça, c'est pendant l'épisode 2, quand il arrive et qu'il se présente à tout le monde. Et c'est assez subtil. Et ensuite, il t'explique ça dès le début de l'épisode 3, donc le mystère n'est pas maintenu très très longtemps. Mais j'ai trouvé ça subtil, la façon dont... Vraiment, c'est impressionnant la façon dont ils l'ont fait. Ça dure pas vraiment beaucoup. Je me souviens m'être dit, tiens, c'est bizarre, pourquoi Liane, elle oublie qui est le seigneur consort de Morgase. Et c'est vachement bien fait. J'ai beaucoup aimé. Le gars qui est super suave, il sourit à tout le monde, il est super sympa, il prétend être le consort le plus aimé de l'histoire d'Andorre et tout ça. Et même après, quand il parle avec les autres rejetés, avec Lanfear, avec Moghedien et tout ça, il est super souriant et politicien et tout ça. Ça va être un personnage que je pense qu'on va particulièrement apprécier, détester, parce que c'est horrible ce qu'il est en train de faire. Il est en train de changer la mémoire de tout le monde. Instantanément, il est en train de leur reconstruire 10 ans de mémoire, ou de souvenirs, on va dire, avec lui. Évidemment, il est en train de tromper Morgase le plus, puisqu'il lui fait croire qu'ils sont en couple depuis 10 ans, etc. Et c'est horrible, et ça nous rappelle, au cas où on l'oublierait, que les rejetés et leur niveau de pouvoir, il est à des milliards de kilomètres de ce que peuvent faire des Aes Sedai aujourd'hui, parce qu'aucune Aes Sedai serait capable de faire ça. La compulsion, c'est quelque chose que les Aes Sedai peuvent faire un petit peu, mais à ce niveau-là, non, personne. Et vraiment, j'ai aimé la façon dont il a ramené l'introduction d'un nouveau rejeté, ça fait plaisir, et c'est flippant, comme ils le sont tous. Hein. C'était une bonne introduction. J'ai bien aimé. Et évidemment, le cœur de cette visite, c'est Morgase qui veut voir sa fille, et elle lui dit « C'est fini, demain tu reviens avec moi, on rentre ensemble à Andorre, ta formation d'Aes Sedai s'arrête là ». Et ça va être l'intrigue principale de l'épisode 2 pour Elaine, c'est de trouver comment dire à sa mère, comment convaincre sa mère qu'elle doit rester là, et c'est aussi se convaincre elle-même que rester là, devenir une Aes Sedai, c'est pas trahir ses responsabilités en tant que fille héritière d'Andorre, mais au contraire, c'est de rendre ce poste plus fort dans le futur. Donc Elaine va protester, et une fois que Siuan l'a mis en charge avec Nynaeve de la recherche de la Jarre Noire, elle arrive à expliquer à sa mère qu'elle doit rester pour devenir plus forte et pour devenir la première reine Aes Sedai d'Andorre. Et c'est des scènes assez intéressantes, ça nous permet d'explorer un peu plus Elaine, qui mine de rien, pour l'instant on l'avait surtout vu être un reflet de Egwene ou de Nynaeve, et en saison 2 principalement, on l'a pas vraiment explorée toute seule en tant que personnage, par rapport à sa famille, par rapport à ce qu'elle est, etc. Et donc là on commence un peu à faire ça, ce que j'ai trouvé assez intéressant. Morgase repart à la fin de l'épisode 2, et elle laisse derrière elle les princes Gawyn et Galad, et elle laisse aussi Elaida Sedai, qui va causer des problèmes, évidemment. Les deux, elles ont tellement une relation, genre, elles veulent espionner, elles veulent savoir ce qui s'est passé à Tar-Valon, elles veulent savoir que la Jarre Noire, c'est complètement secret. Les Aes Sedai veulent surtout pas que ça se sache, parce que tout le monde perdrait confiance dans les Aes Sedai. Du coup, c'est pas quelque chose qu'elles vont dire, même pas à Morgase, même pas à Elaida. Si t'étais pas là au moment où ça s'est passé, personne n'est au courant. Du coup, les deux,
comprennent que quelque chose s'est passé, elles savent pas quoi, et elles vont venir espionner et investiguer. En tout cas, Elaida va essayer d'espionner et d'investiguer, et on rentre dans tout l'aspect politique, non seulement des pays et des gouvernements, mais aussi de Tar Valon et de la Tour, et c'est vachement intéressant, c'est plutôt bien fait, c'est des bonnes scènes, c'est des personnages intéressants à découvrir. On découvre aussi, pour le plus grand plaisir des gens, ou pas, les deux princes, Gawyn et Galad, qui sont des beaux gosses idiots et arrogants, en tout cas c'est l'impression qu'ils donnent au premier abord et qu'ils donnent à Nynaeve, à Mat, etc. Ils séduisent toutes les novices qui passent et ils agacent énormément Mat en 30 secondes. La scène est assez amusante, et une femme autour qui tombe d'amour devant les deux princes torse nu. C'est amusant, et Mat est sans doute le seul à pas être amusé. Mat qui, à travers les épisodes, essaye de se faire aider par les sœurs de la Jage Jaune, mais ça fonctionne pas vraiment, et il continue à souffrir de ses souvenirs emmêlés, etc. Quand il est pas en train de déprimer et de souffrir, il passe du temps avec les femmes de la Tour, et il continue à se vanter d'être le souffleur du corps de Valère, ce qui me mène vers l'une des scènes les plus drôles de toute la série pour l'instant, qui est Siuan Sanche, la siège d'Amerlin, qui convoque Mat pour lui expliquer qu'il ferait mieux de la fermer, car il y a plein de gens qui pourraient être intéressés à savoir où est le corps de Valère, parce que, s'il suffit que tu tues Mat et le corps de Valère t'appartient, quoi. Et c'est une conversation qui est hilarante, où globalement elle lui dit d'arrêter d'être con. Et oui, c'était mérité. Et Mat méritait vraiment qu'on lui dise « Non mais arrête de jouer les idiots, surtout arrête de jouer les idiots pour couvrir tes insécurités, prends la situation autant au sérieuse qu'elle doit être. C'est une situation très sérieuse et extrêmement dangereuse. » Et il va donner le corps de Valère à Siuan Sanche, qui va le planquer. Et la conversation est à la fois lunaire et géniale et très drôle. Les deux acteurs sont fabuleux. Que l'actrice de Siuan Sanche commence très suave, très... Ah oui, vraiment, tu as soufflé dans le corps de Valère. Et au fur et à mesure, elle retourne en lui disant « Oui, ce serait dommage que quelqu'un te tue pour prendre le corps. » Et Mat sa bravage qui tombe et qui s'effondre. Magique, j'ai adoré cette conversation. Elle était très drôle. On a aussi une autre conversation entre Siuan Sanche et Elayne et Nynaeve, qui va leur demander, comme je le mentionnais plus tôt, de devenir des limiers en quelque sorte et de pourchasser la Jade Noire, parce que elles sont les seules en qui Siuan a vraiment à 100% confiance. Elle explique que même les gens les plus proches d'elle, elle peut pas leur faire confiance, puisqu'on a vu dans les épisodes précédents que n'importe qui pouvait avoir été tourné vers la Jade Noire, et malgré le fait que Elayne et Nynaeve sont pas fans, surtout Nynaeve n'est pas fan de Siuan Sanche, elles acceptent parce que Nynaeve elle veut la même chose, elle veut trouver les gens qui bossent pour le Ténébreux, et elles vont donc commencer à investiguer, on verra un peu plus tard. On a aussi Min qui est à Tar Valon et qui joue les servantes, notamment pour Elaida, et elle rapporte les visions qu'elle a à Siuan, et elle lui dit qu'elle voit des Aes Sedai et des champions morts partout. Et pas dans le passé, dans le futur, donc un autre combat s'en vient pour les Aes Sedai, et on la voit aussi essayer de s'excuser auprès de Mat, qui se passe pas très très bien. On coupe après que Siuan ait demandé de l'aide à Elayne et Nynaeve, on coupe presque directement à une scène où elles sont en train de questionner l'une des captives de la Jade Noire, et on voit que Elayne a passé son test d'accepter puisqu'elle porte la robe avec les manches colorées. Et c'est ce que je disais tout à l'heure, on voit pas son test du tout, on voit pas non plus sa réaction à son test. Il y a quelque chose que je trouve dommage, parce que c'est vraiment un test intéressant, j'en parlais avant, mais c'est intéressant aussi de voir comment tu te remets ensuite du traumatisme d'avoir passé ce test. Et Elayne, on n'a rien, et je trouve ça vraiment dommage. Je sais qu'on n'a pas le temps, qu'il faut avancer dans l'intrigue, etc., mais j'aurais trouvé ça intéressant de voir c'est quoi ses peurs à elle, et comment elle les surmonte, et comment elle arrive ensuite à vivre avec ce traumatisme. On l'a vu sur Nynaeve, on a vu à quel point c'était dur, on a vu qu'elle en parle encore maintenant en saison 3, alors que le trauma il date de la saison précédente, et ouais, je trouvais ça vraiment dommage. Mais bref, elles interrogent un petit peu des membres de la Jade Noire, ce qui est une scène un peu amusante, mais elles se disent que
elle devrait plutôt rechercher du côté de Liandrine, plutôt que d'écouter ce que racontent les capturés. Et elles vont aller voir dans la pièce où vivait son fils, et elles découvrent un signe sur le sol qui pointe vers la ville de Tanchico, d'où viendrait Liandrine. Et elles font aussi la connexion avec l'un des terrains de Réal qui a été volé, qui ressemble fortement à un Adam, sauf qu'il est beaucoup plus vieux, en tout cas il a l'air plus vieux, et elles supposent que ça pourrait contrôler des hommes qui peuvent canaliser plutôt que des femmes. Et évidemment, on comprend que la Jade Noire espère pouvoir contrôler Rand. À ce moment-là, elles se font attaquer par un autre homme gris, et comme elles ne savent plus à qui faire confiance, elles décident de partir pour Tanchico quasiment tout de suite. La raison qui les amène à viser Tanchico, ou à choisir d'aller à Tanchico, est un peu tirée par les cheveux. La dame, ça c'est une raison que j'apprécie, de se dire « Ah ben la dame il venait de Tanchico, donc on va aller voir là-bas parce que peut-être il y a le collier qui match avec. » Oui, le fait que Liandrine ait eu son fils là-bas et qu'elle ait mis un signe... C'est-à-dire que le fait que la vie personnelle, la vie familiale de Liandrine soit liée à Tanchico n'a pas vraiment de sens avec le fait qu'elles aillent chercher un terrain Gréal, un Adam pour les hommes, à Tanchico. Les deux sont pas liés, alors le fait qu'il lie les deux est un peu étrange à mon goût, si vous voulez. Mais, ok, je pense que c'est une partie de l'intrigue qui aurait peut-être pu aller un peu plus vite. Il faut aller à Tanchico, hein, c'est l'objectif. Je trouve que les interrogatoires et tout ça étaient un peu pas nécessaires. On aurait pu accélérer un peu cette partie-là, et peut-être passer un peu plus de temps avec Elaine et son test, ou avec Egwene et son test. Et ouais, je trouvais, bon, cette partie-là, c'était pas mon élément favori de l'intrigue. Je continue à apprécier l'espèce d'ambiance de on ne sait pas à qui on peut faire confiance, on ne sait pas est-ce qu'il reste des membres de la Jade Noire à Tar Valon. Même les gens qui semblent être de notre côté pourraient nous tromper du jour au lendemain. Ça, c'est vachement intéressant, c'est vachement bien. La partie enquête m'a pas particulièrement passionnée dans ces épisodes-là. Avant de partir, Nynaeve va voir Mat, et pendant qu'ils ont leur discussion, ils sont interrompus par Gawyn et Galad, et Mat est agacé. Ils ont aussi interrompu, enfin, je crois que c'était Galad a aussi interrompu une conversation qu'il a eue avec Min. Et d'ailleurs, j'ai oublié de mettre l'image. Min a eu une vision de Mat qui est pendu, qui est aussi une vision que Mat a eue de lui-même en saison 2. Mat pendu, c'est une vision qui revient assez fréquemment. Mat refuse d'entendre la vision et il secoue un peu Min en lui disant « Surtout ne me dis pas ce que tu vois ». Et Galad l'interrompt. Et là, il était un peu en train de parler chaudement avec Nynaeve et Galad refait l'espèce de héros et qui lui dit « Viens, arrête d'agacer les madames ». Et Mat en a marre, hein, il s'est fait reprendre par tout le monde dans cet épisode, il est lassé. Et du coup, il va décider de provoquer en duel les deux princes et il va les battre. Avec un bâton seulement entre les mains alors qu'eux, ils ont des épées. Et c'est une scène culte, dans les livres et c'est une scène superbe là dans la série. J'aurais aimé qu'elle se passe 2 jours, c'est juste parce que j'aime voir les combats quand il y a des combats. Surtout quand c'est un combat classe. Là, il y a quelques mouvements classe, on voit les deux frères qui se tiennent la main pour faire une espèce de roulade et tout ça. Et évidemment, Mat qui arrive à les retenir les deux avec juste un bâton dans la main. C'est classe, c'est cool. Mettez-nous plus de lumière, bordel. Et c'est pas grave, le combat est vraiment cool et il est fun. Et l'attitude de Mat est joyeuse à voir. L'attitude de Nynaeve pendant le combat fait plaisir. Au début, elle est vachement inquiète, elle est là, non purée, fais pas ça, ils vont t'exploser la tronche. Et au fur et à mesure qu'elle voit que Mat maîtrise le combat à fond, on la voit commencer à sourire un petit peu. J'aime bien parce que Nynaeve, elle a tout de suite repéré que c'était des idiots, Gawyn et Galad. Enfin, pas des idiots, mais c'est des mecs un peu arrogants et tout ça. Et qui sont des excellents combattants. Hein. C'est des mecs qui se sont entraînés toute leur vie pour combattre et qui maintenant ont rejoint Tar Valon pour s'entraîner avec les champions. Mais qui questionnaient même au début est-ce qu'ils avaient vraiment grand-chose à apprendre avec les champions parce qu'ils sont déjà d'excellents combattants. Et donc Mat qui les explose avec un bâton, c'est cool. C'est très très cool. C'était une scène qui se passe un peu plus tôt dans les livres. Je crois que tout le monde était heureux, tous les lecteurs en tout cas étaient super heureux de l'avoir. Je pense que les non-lecteurs étaient heureux de l'avoir. Tout le monde est heureux de voir Mat qui reprend un peu du peps et qui tape des idiots. Ça fait plaisir. Et il part ensuite avec Nynaeve et Elaine pour Tanchico, et ils sont suivis par Min, flanqués. Et cette partie-là sur Tar Valon se termine là. Il y a juste un dernier élément que je vais mentionner parce que
pendant tout l'épisode 2 et 3, surtout l'épisode 3, on voit Elaida qui commence à se mettre en place, à essayer de politiquer un petit peu pour retrouver une place un peu plus proéminente. Je crois qu'elle arrive plus ou moins à faire en sorte que Siuan envoie la chef actuelle de la Jarre Rouge à la poursuite d'un faux dragon. Il me semble que c'est ça qui se passe, parce qu'à la fin de l'épisode 3, donc oui, l'actuel chef de la Jarre Rouge est envoyé avec un certain nombre d'autres Aes Sedai de la Jarre à la recherche d'un faux dragon et à la poursuite d'un faux dragon. Je pense que ça va revenir comme intrigue, mais j'ai appris qu'elle soit partie. T'as Elaida qui regarde une de ses collègues. Je pense que c'est qui va la remplacer maintenant? Parce que là, elle va être partie pendant plusieurs mois. Hein. On peut pas ne pas avoir quelqu'un à la tête de la Jarre Rouge quand même. Très innocemment, etc. Bref, Elaida va être un personnage intéressant à suivre sur la partie politique de Tarvalon. Donc c'est intéressant de la voir commencer à remuer ses petits doigts. On va passer maintenant à la partie de Rivière, où on voit donc Perrine, Loial, Bane et Chiad arriver en utilisant les chemins. Et à leur arrivée à Tarvalon, la mère d'Egwene leur dit que les Blancs-Manteaux le cherchent, et ils sont dans la région, et ils sont aussi régulièrement attaqués par des Trollocs, pas aussi horriblement que Beltane en saison 1, mais les Trollocs passent de temps en temps et attaquent des gens, des petites fermes dans les coins, etc. Et elle lui dit qu'il faut qu'il se planque, puisque les Blancs-Manteaux le cherchent, et elle le propose de les héberger dans son grenier. Et dans le grenier, on retrouve Alanna et Maxime, qui sont tous les deux blessés et qui disent qu'ils globalement passent leur temps à combattre les Trollocs, mais ils se planquent des Blancs-Manteaux. Ils expliquent pas vraiment pourquoi ils sont venus à Deux-Rivières, mais ils sont là. Perrine va visiter la tombe de sa femme, et il est rejoint par Ellaena, avec qui il parle de deuil, puisque elle aussi, elle vient de perdre quelqu'un, donc ils ont perdu Yvon, le troisième du petit groupe, le deuxième des champions. Et une scène plus tard, on comprend que Maxime vit très mal la mort de Yvon, et lui non plus, il comprend pas pourquoi ils sont à Deux-Rivières et pas à la recherche de Liandrin. Et j'ai trouvé ça très intéressant. Je suis très curieuse de comment cette relation va se construire, parce qu'on comprend qu'il y avait vraiment un équilibre entre les trois, et que sans Yvon, je dis Yvon depuis tout à l'heure, hein, Yvon, l'équilibre est rompu, et les deux ont du mal à se restructurer, et c'est vachement intéressant, mais c'est tellement triste. J'ai vraiment trouvé ça brise-cœur. Et je suis vraiment curieuse de savoir c'est quoi la justification pour que Ellaena soit à Deux-Rivières. Il y a des Aes Sedai à Deux-Rivières dans l'intrigue des bouquins, mais ouais, on n'a pas vraiment la justification spécifique pour Alanna, et ce sera intéressant à découvrir plus tard. On a donc les Blancs-Manteaux qui sont horribles, c'est normal, hein, c'est leur truc classique, qui sont fanatiques comme pas possible, et qui ont aussi capturé la mère et les sœurs de Mat dans l'espoir de faire sortir Perrine de sa cachette. Et ça va fonctionner, hein. Évidemment, il va venir à leur secours. Et plus tard, on va rencontrer aussi un groupe qui est à la recherche du corps de Valère. Le corps de Valère, je sais pas si la série l'a expliqué particulièrement bien, mais c'est quelque chose que les gens cherchent en permanence. On avait eu une petite scène à Kairen en saison 2 où on voyait d'autres personnes qui étaient à la recherche du corps de Valère, et il y a des gens qui le cherchent en permanence comme un trésor, en fait. C'est pour ça que c'est dingue que Mat, il se baladait en ville à Tarvalon avec le corps entre les mains, enfin bref. Et ce groupe-là, il cherchait à Deux-Rivières, et quand ils ont vu qu'il y avait les Blancs-Manteaux qui causaient des problèmes et les Trollocs, ils ont décidé de donner un coup de main. Le groupe est mené par un gars qui s'appelle le Seigneur Luc, et on découvre aussi l'une des membres du groupe qui s'appelle File, la jeune femme. Elle donne pas son nom au début d'ailleurs, elle donne son nom plus tard, mais bref, peu importe. J'aime beaucoup File dans les bouquins, c'est un personnage intéressant, que certaines personnes n'aiment pas. J'ai vu plein de discussions sur ce personnage. Moi, je l'aime beaucoup. Et elle connecte un petit peu avec Perrine. Ils semblent échanger de façon intéressante et semblent s'apprécier, dirons-nous. Et Perrine évidemment dit qu'il compte aller sauver la famille de Mat. Et avant de partir, il demande aux gens du village de rester unis pour ne pas se faire tuer un par un par des Trollocs, globalement. J'avoue que j'ai pas été super fan de cette scène, et de comment elle est venue, et de comment elle a été amenée, juste parce que c'est un peu simpliste en fait. Les gens de Deux-Rivières, c'est pas des idiots, et jusqu'à l'arrivée de Perrine, clairement ils arrivaient à survivre, donc soit ils avaient décidé, je sais pas exactement, c'est pas très bien expliqué, s'ils avaient décidé déjà de rester au centre du village tous ensemble, ou est-ce qu'ils faisaient des allers-retours, etc. Enfin bref,
On a l'impression qu'ils s'étaient pas du tout organisés et Perrine arrive et dit « ce serait bien qu'on reste ensemble plutôt qu'on s'isole » et que c'est la meilleure idée de tous les temps, ce qui est pas... C'est un peu simpliste ce qu'il raconte et tout le monde est là « ah oui, ouais, pas con quand même ». J'aurais préféré que ce soit une discussion, qu'on voit plusieurs personnes participer, dire « oui mais on pourrait essayer ça, oui mais on a déjà fait ça » et que là où Perrine amène des idées intéressantes et arrive à convaincre tout le monde, parce que lui il a de l'expérience maintenant. Il est sorti de Rivière. Et les Trollocs, il en a vu plein. Il s'est battu contre, pas que des Trollocs, il s'est battu contre des Blancs-Manteaux, il s'est battu contre des Saint-Chean, il s'est battu contre Ishamael, pas beaucoup, mais un petit peu. Il a l'habitude du combat, et donc là, il aurait pu leur donner des conseils tactiques réels, basés sur son expérience. Le fait qu'il ait juste besoin de dire « non, allez, on reste ensemble », je caricature un petit peu, mais c'est vraiment, j'ai trouvé que cette discussion était vraiment trop simpliste, et trop... Enfin, vraiment, il donne un conseil très basique, on a l'impression que les gens en face de lui, c'est des idiots. C'est pas des idiots, les gens de Rivière, enfin, je crois pas. Et l'idée, c'est de montrer que Perrine peut, peu à peu, devenir un leader. Là, c'est clairement dans ce sens-là qu'ils vont. Il a eu une discussion avec Faïl là-dessus, et il a eu une discussion avec Rand dans l'épisode 1, où il disait à Rand « oui, toi et Matt, vous êtes des bons meneurs de gens, moi, je suis. Ok, t'as ton objectif pour la saison, c'est que tu vas apprendre à devenir un meneur, et à accepter que tu es capable de mener des gens. Le problème, c'est que tu mènes pas des gens juste en leur sortant des évidences et en disant une phrase et puis ça y est, tout le monde est convaincu. Ça fait pas très réaliste et c'est de l'écriture rapide en fait. C'est ok, on veut avancer et on n'a pas le temps d'écrire un truc qui serait une vraie conversation où il arrive à convaincre les gens avec plusieurs arguments de façon logique, etc. Non, on va juste dire un truc un peu pas gnangnan, mais un peu on donne de l'espoir et des grands mots et puis basta. Je trouve ça dommage parce que encore une fois, je trouve que le personnage de Perrine, il souffre un petit peu dans ces 3 épisodes. Il n'a pas de justification pour rentrer à Deux-Rivières. Quand il arrive à Deux-Rivières, il est un peu... qu'est-ce qui se passe ? Et il dit aux gens, non, mais attendez, on reste ensemble. C'est tout ce qui se passe en fait pour lui dans ces 3 épisodes. Et vraiment, j'espère que le reste de la saison va être un peu plus intéressante pour Perrine. C'est un bon personnage, Perrine. Et là, pour l'instant, c'est sans doute la partie la plus faible de cette saison. Cela étant dit, je suis très contente qu'on soit rentré à Deux-Rivières. C'est un village qui est sympa et ça nous rappelle les belles années de la saison 1. Non, ils sont pas restés très longtemps à Deux-Rivières, mais ça fait plaisir quand même. Et je suis contente d'avoir Alanna ici aussi, donc je suis pas fâchée contre l'intrigue de Rivière. Je veux juste qu'elle soit un peu plus subtile et un peu plus intéressante. Il se passe pas grand chose finalement à le résumer. Il arrive, il rencontre la mère d'Egwene, il rencontre Alanna, il décide d'aller sauver les parents de Matt, la mère de Matt, the end. Ouais. Mais on va enchaîner sur la partie sans doute la plus intéressante, la plus importante pour l'intrigue globale, qui est celle de Rand, qui est en chemin vers le désert d'Ezaïl. Il commence à s'entraîner, ou à s'entraîner à nouveau à l'épée avec Lan, et il expliquera plus tard à Moiraine qu'avoir une épée entre les mains, ça lui permet de se sentir plus concentré, plus centré sur quelque chose que lui, il peut contrôler. Ce que je trouve très intéressant, en effet, dans le livre, il l'utilise un peu comme un moyen de méditer, on va dire, le fait de s'entraîner à l'épée. Et je trouve ça vachement intéressant parce que, oui, Rand va devenir fou, va perdre peu à peu les pieds avec la réalité, on le sait. Donc, il ait cette technique-là qui l'aide à se recentrer. Je trouve ça vachement bien. Du côté de Egwene et Moiraine, elles discutent aussi. On comprend que Egwene continue à se faire blesser dans ses rêves, qui interroge beaucoup Moiraine, mais ça s'arrête là pour l'instant. Et Egwene mentionne qu'elle n'est pas là pour aider Moiraine à contrôler Rand, elle est là pour le protéger, et c'est important pour elle, donc elle n'est pas l'alliée de Moiraine dans cette intrigue. Aviendha parle aussi des prophéties sur le dragon réincarné, et les différences entre les prophéties sur le dragon réincarné et sur le Karakhan. Et pour les Aiel, le Karakhan doit à la fois les aider et les détruire. Il unira les Aiel, puis les détruira, et grâce à lui, une infime partie sera sauvée, ou un truc comme ça. Qui est beaucoup plus complexe que le dragon réincarné, soit il sauve le monde, soit il le détruit. Il n'y a pas d'autre option, et sans le dragon réincarné, on ne peut pas vaincre le ténébreux. La prophétie des Aiel est très complexe, puisqu'elle implique qu'il va détruire en partie le peuple Aiel, mais qu'il les sauvera en même temps. C'est très intriguant, c'est très intéressant, et c'est une conversation qui est vraiment passionnante. Rand continue à avoir des rêves avec Lanfear, qui est perturbant parce qu'elle l'a manipulé avec l'aide de Moiraine pour le pousser à aller
vers Tyr. Finalement, il n'est pas allé à Tyr, mais peu importe. Et c'est perturbant parce qu'en même temps, il est dans ses petits rêves tout mignons, tout gentils. Lanfear est aussi dans les rêves de Egwene où elle la torture, qui est pas cool. Et d'ailleurs, une nuit, Egwene arrive à s'échapper dans son rêve, dans le cauchemar que lui imposait Lanfear. Elle fuit, elle se retrouve face à une Aiel qu'elle ne connaît pas dans un désert. Et c'est un sujet des rêves qui vont revenir assez régulièrement. On a une conversation assez intéressante entre Rand et Moiraine sur le pouvoir de l'unique et sur l'envie et le besoin de l'utiliser sans cesse. Ils partagent cette envie, les deux, chez les femmes aussi, l'envie d'utiliser est toujours là, et ça peut être dangereux si tu l'utilises trop. La différence, c'est que le pouvoir qu'utilisent les hommes, qu'utilise Rand, le Saidin, est souillé, contaminé, et qu'à chaque fois qu'il l'utilise, il sent l'amertume comme la douceur. C'est comme ça que lui, il le présente. Et Moiraine lui dit que, en effet, elle peut pas comprendre cet aspect-là, puisque le Saidar, qui est le pouvoir qu'utilisent les femmes, est pas contaminé, mais que d'une façon ou d'une autre, il devra apprendre à l'utiliser et il devra accepter les deux parties de ce pouvoir, quitte à ce qu'il devienne fou, puisque c'est ça son futur. Et c'est une conversion que je trouvais intéressante. La relation entre Rand et Moiraine est assez fascinante, et elle est assez fascinante dans les bouquins, mais je la trouve presque plus... Les deux sont assez bien foutus, de montrer que Rand ne fait pas confiance à Moiraine, parce que Moiraine n'arrête pas de le manipuler, pas de lui mentir, elle peut pas mentir, mais de faire en sorte de lui dire les choses uniquement quand il a besoin de le savoir ou quand elle veut qu'il aille quelque part, donc elle le manipule. Mais donc Rand ne lui fait pas confiance, mais il a besoin d'elle, et Moiraine évidemment elle a besoin de Rand puisqu'elle veut que Rand sauve le monde. Et donc cette espèce de relation qu'ils ont les deux, où il n'y a pas de confiance, mais il y a un besoin de travailler ensemble, il y a un besoin d'arriver à communiquer, elle est assez fascinante à regarder. Je trouve que la série se débrouille bien pour montrer la difficulté qu'ils ont les deux à communiquer, mais le besoin qu'ils ont aussi de communiquer ensemble. Bref, c'était assez intéressant à voir. Alors qu'ils continuent leur chemin et se rapprochent du désert, ils rencontrent un autre groupe d'Aiel, qui est notamment mené par la femme que Egwene a vue dans son rêve, et un homme qui est nommé Rhuarc. Je sais pas s'il le nomme, je me souviens pas s'il le nomme dans la série. C'est Rhuarc, hein, c'est son nom dans le générique, etc. Mais je me souviens pas qu'ils aient donné son nom, enfin bref, peu importe. Et il termine l'épisode 2, on termine l'épisode 2 sur le plan de ses Aiel, et Rhuarc va répéter une partie de la prophétie qui dit « Il viendra de l'ouest, par-delà la colonne vertébrale du monde, il sera de notre sang, il ira à Ruidan et nous fera sortir de la terre triple. » Les prophéties Aiel, elles sont vachement importantes, et elles n'arrêtent pas de revenir, et de mettre de la pression sur Rand, le pauvre. Honnêtement, je sais pas comment ils espèrent que le mec est censé gérer. Parce qu'on n'arrête pas de lui dire à quel point il est important, à quel point il va sauver les peuples et tout ça. Mais aussi, il faudrait pas qu'il pète un plomb et qu'il détruise tout le monde. C'est la pression, les mecs, la pression. Le groupe avance maintenant accompagné par les Aiel. Ils traversent une partie du désert. Ils croisent sur le chemin un campement de Tuathan qui ont été massacrés, qui d'après Aviendha est un acte sans honneur, puisque pour les Aiel, tuer des gens qui ne se défendent pas, c'est vraiment un acte déshonorant. Donc ils sont assez surpris et ils se demandent qui a pu les massacrer. Et ils continuent ensuite à marcher. Et on voit Egwene et la femme qu'elle a vue dans son rêve discuter. Et Egwene dit que la femme qu'elle fuyait dans son rêve est morte, puisqu'elle rêvait de Rhaena, donc la Sainte Chienne qui l'a torturée en saison 2. Et la femme lui répond que si elle a été blessée réellement, ça veut dire que cette personne n'est pas morte. Évidemment, nous, on sait qu'en vrai, c'est pas Rhaena, c'est Lanfear. Mais je me demande si Egwene va se demander si elle a réellement tué Rhaena. C'est impossible qu'elle ne l'ait pas tuée, mais je me demande si elle va pas picoter un petit peu sur le fait que est-ce qu'elle est revenue à la vie d'une façon ou d'une autre, est-ce que quelqu'un l'a réanimée, je ne sais pas quoi. Et je suis assez curieuse de voir la suite de cette conversion, ou quand est-ce qu'elle va se rendre compte que c'est pas Rhaena, c'est Lanfear, qui devrait être une conversion assez intéressante à avoir avec Rand. Et j'ai hâte de le voir. On termine l'épisode avec Lan qui rencontre une femme qui a un tatouage de héron dans le dos, qui n'est pas commun chez les Aiel d'avoir des tatouages, et notamment celui-là, parce que celui-là c'est la marque des Malkier, qui est le royaume de Lan, le royaume détruit et inexistant de Lan. Et donc elle vient et elle lui parle, elle lui demande s'il a oublié son héritage, ce à quoi il répond évidemment que non, et elle dit qu'elle est prête à le rejoindre s'il veut reconstruire le royaume. Et c'est la fin de ces 3 épisodes, dans lequel il se passe beaucoup de choses,
Même si je trouve que c'est globalement, je comprends pourquoi ils ont mis les 3 premiers épisodes d'un coup, parce que ça reste très introductif. On nous dit, ok, c'est là où on en est, l'âge à noir est partout, ils ont récupéré des artefacts de pouvoir, le groupe se sépare en 3 bouts, et chacun va de son côté. On va au désert des Aiels avec Rand, on va à Tanchico avec Nynaeve et Elaine et Matt, et on est à Deux-Rivières aussi pour protéger le peuple de Deux-Rivières. Et ça va être ça nos 3 branches de la saison. Du coup, c'est... Oh. Je dis c'est intelligent de l'avoir fait parce que c'est introductif. D'avoir mis les 3 épisodes, ça a l'air d'être une habitude chez Prime, puisqu'ils l'avaient fait aussi pour Rings of Power. Mais bon, ça fonctionne bien, du coup, je leur pardonne. Et ces 3 épisodes, je pense que l'épisode 1 et 2 sont très forts, sont très solides et fonctionnent vachement bien. Je pense que l'épisode 3 est un poil plus faible. Ils auraient sans doute pu mélanger les intrigues de l'épisode 3 dans l'épisode 2 un peu, et sans doute potentiellement dans l'épisode 4 qu'on n'a pas vu encore. Il y a certains éléments où on n'a pas beaucoup avancé. Je trouve qu'à Deux-Rivières, on n'a pas énormément avancé. Dans le désert d'Israël, on a rencontré des gens, mais on n'a pas énormément avancé non plus, parce que pour l'instant, Rand n'est pas plus proche d'avoir entamé les tests et les épreuves qu'il va devoir faire. Mais c'est marrant, La Roue du Temps, c'est étrange, je trouve, l'adaptation qu'ils font. Il y a des moments où j'ai envie qu'ils ralentissent, qu'ils prennent plus de temps. Je parlais des tests acceptés, mais il y a aussi d'autres moments, des petits instants à droite à gauche où j'ai vraiment envie qu'on prenne plus notre temps et ça va vite, etc. Et à d'autres, je trouve qu'ils vont trop lentement. Je me dis, ok, c'est bien, maintenant on peut accélérer, on peut avancer, on veut aller vers le plus gros de l'intrigue. Et je trouve qu'il y a vraiment... Des fois, ils font les bons choix, des fois, vraiment... C'est pour ça que je parlais de l'épisode 1 et le fait qu'ils aient pris le temps de nous montrer le groupe de Deux-Rivières, profiter des uns des autres et faire la fête, etc. Je trouvais ça bien, c'est vraiment bien. Et il y a d'autres moments où je trouve qu'ils auraient pu accélérer un petit peu. L'épisode 1 était quasi parfait, honnêtement, j'ai adoré l'épisode 1. Et comme je dis, le 3e est sans doute un peu plus faible. C'était pas très grave, il était quand même plaisant à regarder. Globalement, je m'ennuie jamais en regardant La Roue du Temps, j'aime beaucoup ces personnages, j'aime les acteurs qui les jouent, ils sont tous très bons, je trouve. Il y a différents niveaux, il y en a qui sont meilleurs que d'autres. L'actrice qui joue Moiraine et celle qui joue Lanfear, elles sont exceptionnelles, et les autres sont tous très très bons, hein. Donc ça me fait toujours plaisir de les voir et j'aime passer du temps avec eux quoi qu'il se passe. Mais des fois, quand je revois ensuite les épisodes pour préparer des vidéos, je me dis ah oui, là, bon, ils auraient pu accélérer un petit peu. Mais c'est jamais des grands défauts. Sur les scènes d'action qu'on a eues, la plupart étaient plutôt bien foutues. Souvent, c'est parfois un peu sombre et c'est parfois pas autant lisible que j'aimerais. Mais c'est bien qu'ils augmentent la quantité de pouvoir qu'on voit et qui est utilisé. Je trouvais qu'en saison 1 et 2, c'était assez léger, qui est logique, hein. Plus on avance, plus il y a de conflits, plus il y a de pouvoir utilisés, etc. Et j'ai l'impression que ça va s'accélérer un petit peu dans cette saison, puisque notamment on nous a introduit 2 rejetés, on nous a introduit 3 rejetés, parce qu'on a vu Samael aussi. Donc on nous a introduit 3 nouveaux rejetés pour la saison, qui vont potentiellement être des antagonistes. Liandrin est toujours là, à jouer la méchante badass. On la voit d'ailleurs, il y a quelques scènes que j'ai pas montrées dans ce résumé, parce que c'est déjà très long. Il y a quelques scènes à Tanchico où on la voit récupérer un lieu où elle a passé du temps dans sa jeunesse et massacrer tout le monde. Pas qu'elle d'ailleurs, c'est pas elle vraiment qui fait le massacre, elle demande à ses sœurs de l'âge à noir de massacrer tout le monde. Et donc il y a plein de choses qui vont être lancées, ça va être très curieux, ça va être très intéressant à voir. Je suis vraiment hypée par cette saison, j'ai super hâte. J'ai été très contente de ce qu'on a vu jusque-là. Et ouais, c'était vachement bien. Et vous, qu'est-ce que vous en avez pensé? N'hésitez pas à me le dire en commentaire. On se dit à la semaine prochaine pour l'épisode 4. Merci beaucoup de m'avoir écouté et à très bientôt sur Univers Fantasy. Bye bye!